Merci l'Institut d'études avancées de me donner l'occasion de venir vous parler de Baudelaire, de Gautier, des Hachichins. Nous allons essayer de lire ensemble un certain nombre de documents, de textes de ces grands auteurs, mais aussi des textes de médecins, notamment de médecins aliénistes, qui étaient présents dans cet hôtel lors de ces fameuses, peut-être presque trop fameuses, soirées des Hachichins. Mon cher Théophile, il se prend du hashish lundi prochain, 3 novembre, sous les auspices de Moreau de Tours et d'Aubert-Roche. Veux-tu en être? Dans ce cas, arrive entre 5 et 6 heures au plus tard. Tu prendras ta part d'un modeste dîner et tu attendras l'hallucination. Alors, c'est une lettre qui a été adressée par Ferdinand Boissard à Théophile Gautier en octobre 1845. C'est la grande année des Hachichins, le grand hiver des Hachichins, entre l'automne 45 et le printemps 46. C'était un groupe d'amis qui se réunissait dans ces lieux, plus probablement à l'étage supérieur, et non pas dans la salle où nous sommes réunis aujourd'hui, mais salle qu'ils connaissaient par ailleurs très bien. Alors, Baudelaire et Gautier, vous le savez, étaient souvent invités, mais à des époques différentes, ont même logé, habité cet hôtel. L'un, Baudelaire, de 43 à 45, dans des salles du 3e étage, des salles qui ne sont pas aussi somptueusement décorées que celle-ci et celle du second. Et Gautier en 1848, donc dans une époque un peu postérieure à celle des réunions des Hachichins. En tout cas, cet hôtel était devenu à ce moment-là un lieu assez étrange. Après avoir été la demeure de familles aristocratiques comme les Lauzun ou les Pimodan, qui l'ont habité pendant quelque temps, chaque famille. Vous savez qu'aujourd'hui on dit plutôt hôtel Lauzun, mais que les Lauzun ont habité cette demeure pendant 2 ou 3 ans, pas plus. Et Pimodan, c'est une famille qui a habité un peu plus longtemps. Je trouve que ce serait plus juste de l'appeler hôtel Gruin, du nom de ceux qui l'ont fait construire. Mais à l'époque de Gautier, on ne disait pas hôtel Lauzun du tout, on disait hôtel Pimodan, vous le savez sans doute. Alors c'est ce Ferdinand Boissard de Boisdenier, peintre, mais aussi poète et aussi un peu musicien, de 2 ans le cadet de Gautier, ami de Gautier, qui l'aimait, le défendait lors des salons, lorsque l'un de ses tableaux était exclu du salon, ou lorsque était accroché trop haut dans un coin où personne ne le voyait. Gautier défendait son ami. Alors, Boissard était venu habiter ici en avril 45, et son atelier était situé, je ne sais pas où exactement, mais dans l'île, donc pas loin d'ici. Alors, l'hôtel avait été habité, ou plutôt cette partie de l'hôtel, par un autre homme de lettres qui s'appelait Roger de Beauvoir, qui avait aussi écrit un roman intitulé L'Hôtel Pimodan. On vous en a peut-être parlé lors d'autres conférences. Alors, vous savez tout sur ce bâtiment, je n'insisterai pas sur ça. Et vous savez sans doute qu'à un moment donné, un certain Jérôme Pichon, qui était un baron de noblesse assez fraîche, récente, du début du siècle, et qui était auditeur au Conseil d'État à cette époque, je crois en 42, si je ne me trompe pas, a acquis l'hôtel, et il l'a loué en partie à des artisans qui peut-être étaient déjà là à l'époque du précédent propriétaire qui était un chimiste, pharmacien, etc. Et a loué cette partie, la partie noble, à ces artistes, hommes de lettres, qui l'ont donc habité à leur façon, avec une cohabitation des 2 côtés de la cour qui était assez cocasse et curieuse. Alors, Roger de Beauvoir n'est pas resté longtemps dans l'hôtel et c'est donc
Ferdinand Boissard qui a repris cette location. Alors, qui était Ferdinand Boissard ? Nous n'avons pas de portrait de lui. Nous avons ce tableau et aussi cette gravure tirée du tableau. Et nous le voyons ici, en chemise, avec une cravate rouge, à côté de Madame Sabatier et du peintre Clésinger qui est en train de peindre. Alors, c'est la seule image que j'ai réussi à trouver. Au premier plan, Alexandre Dumas, paraît-il, qui joue de la guitare, et d'autres personnages qu'on pourrait essayer d'identifier. La gravure était connue depuis longtemps, ayant été publiée par l'Illustration, alors que le tableau était tout à fait inconnu et il a été retrouvé il y a quelques années seulement. Alors, Ferdinand Boissard était donc un peintre. Il avait peint, par exemple, ce tableau qui a eu un certain succès au Salon de 1935, épisode de la retraite de Russie, mais il n'a pas eu une carrière éclatante, malheureusement. Alors, Beauvoir, dans son roman, dit que Jérôme Pichon, ne pouvant pas ressusciter le cadavre de ce bâtiment en mauvais état, l'avait au moins embaumé. Et vous savez que la famille Pichon a beaucoup fait pour la conservation de cet hôtel. Non seulement Jérôme Pichon, mais son petit-fils, je crois, qu'il a possédé et restauré jusqu'à ce que la mairie de Paris ne l'acquiert définitivement, si je ne m'abuse, en 1928, je crois. Alors, il y avait donc ce groupe qui se réunissait dans ces salles. Voici une photo de l'hôtel à l'extérieur qui doit être du début du XXe siècle. Il y a donc un certain nombre de lettres de cette époque, comme celle-ci encore, du 16 décembre 1945. Le hashish est décrété pour lundi 29. Il y aura entre autres légumes Alphonse Carr, Monnier, Johanneau, Daumier, etc. Si ces bêtes féroces te semblent d'un commerce agréable, arrive à 6 heures. Nous tâcherons que l'auberge Pimaudan ne démérite pas trop de ses augustes convives. Nous avons là un témoignage précis qui ne nous donne pas la certitude que ces personnes ont vraiment été là, mais au moins qu'ils ont été invités, et il y a de bonnes chances qu'ils aient été là. Voilà les hashichins qui étaient les hashichins. Nous avons d'autres lettres qui font état d'autres participants. Et bien sûr, nous avons 2 ou 3 grosses questions. Sans doute, Baudelaire a été présent, mais Baudelaire a toujours nié avoir consommé du hashish ou n'importe quelle autre drogue. Au moins, c'est ce qu'il met en scène dans Les Paradis artificiels, tout en condamnant cet usage. Il est peu probable qu'il n'ait jamais participé. Gautier dit qu'il participait en visiteur, mais probablement il a aussi fait l'expérience du hashish comme les autres. Vous connaissez donc Alphonse Carr, un homme de lettres, Henri Monnier, homme de lettres, de théâtre et de caricature, Tony Johanneau, un grand illustrateur romantique, et évidemment Honoré Daumier, donc des grands artistes. On ne sait pas bien si Delacroix y a quelquefois participé, même si son nom est parfois avancé par certains historiens, mais nous n'avons pas de documents bien sûrs. Voilà donc l'un de nos protagonistes. Un peu plus tard, en 1855, la plupart des photos que nous avons de ces personnages, évidemment, est un peu tardive par rapport à l'époque des hashichins, parce que l'usage systématique et fréquent de la photographie commence autour de 1850, vous le savez. Alors, voilà comment Gautier, dans le texte littéraire qu'il a créé à partir de son expérience hashichine, raconte l'arrivée à l'hôtel. Il faut avoir en tête cette photo-là, l'imaginer un peu plus pendant la nuit et lire ce passage. Un soir de décembre, obéissant à une convocation mystérieuse, rédigée en termes énigmatiques compris des affiliés, inintelligible pour d'autres, j'arrivai dans un quartier lointain, espèce d'oasis de solitude au milieu de Paris, que le fleuve, en l'entourant de ses 2 bras, semble défendre contre les empiètements de la civilisation. Car c'était dans une vieille maison de l'île Saint-Louis, l'hôtel Pimaudan, que le club bizarre dont je faisais partie depuis peu
tenait ses séances mensuelles où j'allais assister pour la première fois. Alors Gautier, bien sûr, donne une image un peu trop institutionnelle, sans doute, de ce club. Il a lui-même inventé l'expression « club des Hachichins », mais il y a une certaine régularité de ces séances, c'est sûr, au moins dans cette année 45-46. Il est sûr aussi que Gautier avait fait d'autres expériences de la drogue auparavant, expérience du hashish, bien sûr, avec d'autres médecins, et expérience de l'opium, bien plus tôt, aux années 30, ce dont il fait état indirectement dans un conte qui s'appelle « La pipe d'opium ». Mais le grand personnage organisateur des séances des Hachichins, ce n'est pas un homme de lettres, c'est un médecin. Il s'appelle Moreau de Tours, il n'était pas du tout un aristocrate, il était simplement un fils de roturier qui venait de Tours, mais comme il y avait un autre médecin célèbre à Paris à l'époque, on le distinguait en l'appelant Moreau de Tours. Ça lui est resté comme son nom de famille, et ses ouvrages sont signés de cette façon. Moreau de Tours est le grand initiateur de toute cette histoire. C'est lui qui a lancé la pratique du hashish dans ce cercle dont nous allons évoquer quelques aspects. Alors, qui était Moreau de Tours? C'était un médecin né en 1804, donc un petit peu de quelques années l'aîné par rapport à Gautier qui est de 1811 ou de Baudelaire qui a encore 10 ans en moins. Il avait fait un séjour en Égypte en 1936 et il avait découvert l'usage du hashish sur lequel il s'était interrogé. S'étant occupé de malades de la peste en Égypte, il avait probablement d'abord pensé que le hashish pouvait être utilisé comme analgésique, comme sédatif, pour des gens qui souffraient. Peut-être a-t-il cru à un moment donné qu'il avait des effets thérapeutiques plus forts. Je pense que, même si Baudelaire se moque de cette hypothèse, je pense que cette hypothèse n'est pas restée longtemps dans l'esprit de Moreau de Tours, si jamais elle y a surgi. Ce que Moreau de Tours a vu rapidement et a conçu dans son esprit, c'est un usage du hashish très singulier. Il a pensé tout simplement que le hashish produisait dans la personne qui s'en servait une sorte de folie temporaire, une sorte d'état second qui, selon lui, était de la même nature que ceux que vivaient les aliénés. Moreau de Tours était un élève d'Esquirol. Esquirol était le fondateur de l'asile de Charenton. Il était donc un clinicien, lui aussi, Moreau, et l'un de ceux qui ont fondé véritablement la pensée de la psychiatrie en France. Alors, l'hypothèse de Moreau est la suivante. Étant donné qu'il y a analogie et même identité entre la folie temporaire que produit la drogue et la folie chronique qui peut se manifester chez les aliénés, il est possible de comprendre l'une par l'autre. Premier élément. Deuxième élément, comme cette folie temporaire produite par la drogue est tout à fait susceptible d'être maîtrisée par les médecins et par ceux qui se servent de la drogue, on peut donner cette folie artificielle à quelques-uns et écouter leurs témoignages. Ces témoignages sont d'abord les témoignages de Moreau lui-même, qui expérimente les effets de la drogue et s'interroge là-dessus, et les témoignages de ces cobayes un peu particuliers qu'il allait chercher dans le milieu bohème, dans le milieu artiste, et qui étaient des personnages très capables de lui décrire et raconter ce qu'ils avaient vécu, éprouvé sous les effets de la drogue. Voilà sa tentative, faire une expérience au sens scientifique avec des personnes qui étaient susceptibles d'avoir un dialogue par la suite avec lui, qui allait lui apprendre quelque chose sur ce qu'on vit dans cet état second que la drogue apporte.
Et ensuite, c'était à lui de comprendre en quoi et comment cet état second temporaire pouvait être une sorte de voie d'accès à la psyché des aliénés, à la condition des hommes qui avaient des troubles psychologiques à caractère pathologique et chronique. Alors, cette question de l'introspection, si on peut dire, c'est-à-dire de l'analyse de soi-même de la part du médecin dans des situations particulières ou de la part de ces sortes de patients très exceptionnels qu'il avait sélectionnés, est une question importante parce qu'à la même époque, l'introspection, l'observation de soi avait été condamnée par Auguste Comte, le père du positivisme, et qui en avait fait l'un des piliers de sa théorie. On ne peut pas s'observer soi-même, on ne peut observer que les autres ou des phénomènes qui sont extérieurs. Il est clair qu'il y a là un enjeu très important pour le développement de toutes les psychologies successives, à partir de celles que les aliénistes mettent en place, et jusque, bien sûr, à la psychanalyse ou à d'autres formes de thérapie ou de pensée de la psyché, qui se fondent sur cette possibilité de s'observer soi-même. Alors, Moreau de Tours, que nous voyons ici, donc là, c'était sans doute un portrait des années 30. Ensuite, nous le voyons là dans une photographie qui doit être des années 50, je pense. Il a déjà la barbe grisonnante, mais c'est une très belle photo par Trincart, un photographe parisien. Ici, nous le voyons avec la Légion d'honneur bien plus âgé, lorsqu'il a été portraituré par son propre fils, Georges Moreau de Tours, qui a été un peintre, alors que son deuxième fils, Paul Moreau de Tours, a été un psychiatre comme lui. Alors, sur Moreau de Tours, nous avons un témoignage assez impressionnant, je trouve, d'un grand psychiatre du XXe siècle qui s'appelait Henri Hay, l'auteur d'un traité des hallucinations en 1960, si je ne me trompe pas sur la date. Henri Hay était un grand admirateur de Moreau de Tours, qui était pour lui le maître incontestable de la psychiatrie moderne. Moreau ajoute ceci: c'est sur l'expérience sur le hashish, c'est sur cette première et décisive expérimentation sur l'état primordial du délire engendré par cette drogue que Moreau de Tours a fondé et vérifié son hypothèse pathogénique. Tout ce que l'on a observé, décrit, expérimenté ou commenté depuis est largement dépassé par ces profondes et géniales réflexions. Nous avons là donc un témoignage intéressant sur l'importance de Moreau, qui est véritablement, dans l'histoire de la pensée psychologique en France, quelqu'un qui a beaucoup compté et qui était encore pris très au sérieux au XXe siècle ou vers la fin du XXe siècle. Alors, Moreau a donc laissé plusieurs ouvrages, dont en 1945, à l'époque des Hachichiens, ou tout de suite après les séances, ou tout de suite avant les séances, je crois, cet ouvrage intitulé Du hashish et de l'aliénation mentale, études psychologiques. Alors, qu'est-ce qu'on lit dans cet ouvrage? J'avais vu dans le hashish, ou plutôt dans son action sur les facultés morales, un moyen puissant, unique, d'exploration en matière de pathogénie mentale. Je m'étais persuadé que par elle, on devait pouvoir être initié au mystère de l'aliénation, remonter à la source cachée de ces désordres aussi nombreux, si variés, si étranges, qu'on a l'habitude de désigner sous le nom collectif de folie. D'une part, il y a une nosologie, il y a beaucoup de types différents de maladies mentales. Pinel avait fait sa nosologie 40 ans plus tôt. D'autre part, il y a l'idée qu'il y a une sorte de noyau central et unique de tous les phénomènes psychopathologiques. Et c'est là que se porte l'attention du médecin. Je n'ai eu besoin que de décalquer en quelque sorte les principaux phénomènes du délire sur ceux développés par le hashish, appliquant à cela le mode d'explication que l'examen de ce qui se passait en moi me fournissait pour ceci. Je me donne une sorte de folie temporaire pour pouvoir comprendre mes patients. Voilà l'opération de Moreau de Tours.
J'emploie différemment les mots délire, folie, aliénation mentale pour désigner les désordres de l'esprit. Je ne méconnais point les nombreuses différences qui distinguent, au point de vue symptomatologique et thérapeutique, le délire proprement dit et la folie, donc il ne rejette pas la nosologie de ses prédécesseurs, pas entièrement en tout cas. Mais au point de vue psychique, nous devons reconnaître que ces différences n'existent pas. Les causes, les symptômes ou signes extérieurs peuvent varier. La nature psychique intrinsèque est essentiellement la même, sous quelque forme, aiguë ou chronique, partielle ou générale, que les troubles de l'âme se présentent. Donc il y a des formes différentes et il y a un phénomène central. C'est ce que Moreau appelle le fait primitif. De cette manière, et guidé exclusivement par l'observation, mais par ce genre d'observation qui ne relève que de la conscience ou du sens intime, j'ai cru pouvoir remonter à la source primitive de tout phénomène fondamental du délire. Il en est un qui m'a paru être le fait primitif et générateur de tous les autres, je l'ai appelé fait primordial. En second lieu, j'ai dû admettre, pour le délire en général, une nature psychologique non pas seulement analogue, mais absolument identique à celle de l'état de rêve. Cette identité de nature, qui échappe à l'observation extérieure, c'est-à-dire qui ne s'exerce que sur autrui, est clairement constatée, je puis dire perçue, par l'observation intime. Et là, nous avons fait un pas en avant. Non seulement tous les faits pathologiques dans leur diversité, tous les faits que Pinel et Esquirol avaient déjà classés avant lui, ont une sorte de noyau commun, mais aussi des faits et des phénomènes non pathologiques, absolument physiologiques, comme le rêve que tout le monde vit tous les soirs, toutes les nuits, ont quelque chose en commun avec les phénomènes pathologiques. Il y a une continuité entre le physiologique et le pathologique qui peut être fait remonter, si vous le voulez, à la pensée d'un grand médecin qui s'appelait Broussais au début du XIXe siècle. C'est Broussais qui avait beaucoup insisté sur cette question, et c'est un paradigme dans l'histoire de la pensée médicale qui est très important. Nous avons donc un spectre de phénomènes très vaste qui va du plus banal au plus grave, du plus normal au plus maladif, de l'aigu au chronique, etc., mais qui relie tous ces phénomènes et qui ont été parfois appelés les phénomènes du sommeil. Les phénomènes du sommeil sont les phénomènes du sommeil normal, sont les phénomènes du somnambulisme, sont les phénomènes du délire dû à la fièvre, donc un phénomène aigu, sont les phénomènes dus à un état second de délire produit artificiellement par la drogue, et aussi ce qui peut arriver lorsque une situation de pathologie véritable, aiguë ou chronique, s'installe chez un patient. Donc, c'est un très large spectre, mais dans toute cette gamme très complexe, il y a un seul phénomène qui est susceptible d'être produit d'une manière artificielle, c'est celui qui est lié à la consommation d'une drogue. Donc c'est par là que nous avons une sorte de porte d'entrée, selon Moreau de Tours, qui nous donne accès à tout le reste. L'homme le plus commun connaît l'expérience du rêve. Le malade qui a eu 40 de fièvre connaît une autre expérience aiguë dont il peut témoigner. À partir d'une réflexion sur ces phénomènes-là, et à partir de la réflexion sur un phénomène plus fort, qui est celui que la drogue peut produire, mais de la même nature encore une fois, nous pouvons nous interroger sur la psyché humaine en général et sur les phénomènes pathologiques en particulier. Beaucoup d'aliénistes ont, de leur scalpel investigateur, dit Moreau de Tours, interrogé les causes matérielles de la folie, cherché dans la profondeur des organes à découvrir le grain de sable qui enrayait la machine intellectuelle. La plupart ont décrit avec soin les symptômes variés à l'infini que leur avaient offert les nombreux malades au milieu desquels ils avaient longtemps vécu. Mais je ne sache pas qu'aucun, en parlant de la folie, nous ait transmis le résultat de son expérience personnelle, les décrypte d'après ses perceptions
et ses sensations propres. Voilà la petite révolution que Moreau est très fier, vous le sentez, de lancer, la folie vue de l'intérieur. Par son mode d'action sur les facultés mentales, le hashish laisse à celui qui se soumet à son étrange influence le pouvoir d'étudier sur lui-même les désordres moraux qui caractérisent la folie, ou du moins les principales modifications intellectuelles qui sont le point de départ de tous les genres d'aliénation mentale. Quelque incohérentes que soient vos idées, devenues le jouet des associations les plus bizarres, les plus étranges, quelque profondément modifiées que soient vos affections, vos instincts, égarés que vous êtes par des illusions et des hallucinations de toute espèce au milieu d'un monde fantastique, vous restez maître de vous-même. La folie n'est pas complète. L'un des grands mots de l'aliénisme est le mot monomanie, par exemple. La folie est partielle. Aucun être humain est complètement fou, nous dit Pinel. Mais c'est une idée qui s'installe dans la pensée du XIXe siècle. Hegel lui-même parle de cela. Il y a toujours quelque chose de raisonnable dans la personne qui est malade. Et c'est par là que commence l'idée de traitement moral, qui commence en Angleterre au XVIIIe siècle, c'est-à-dire la possibilité de s'accrocher de la part du thérapeute à ce qui reste de raison dans le fou. Donc, placé en dehors de ces atteintes, le moi domine et juge les désordres que l'agent perturbateur provoque dans les régions inférieures de l'intelligence. Nous avons là un schéma qui est très important. Et c'est une réponse à Auguste Comte, indirectement. Je ne sais pas si Moreau pensait à cela. Auguste Comte disait, quand on est dans une situation de désordre mental, on ne peut pas s'observer soi-même, justement parce qu'on est dans une situation où on n'est plus lucide. Et Moreau répond, en réalité, on est dissocié. On est d'une part en proie au délire et on ne se maîtrise plus. D'autre part, on observe ce qui nous arrive. Et c'est exactement ce que Baudelaire, ce que Gautier, ce que beaucoup d'écrivains décriront. Une sorte de dissociation de la personnalité qui leur permet d'une part d'être raisonnable et par la raison d'examiner ce qui leur arrive et cette crise qui les fait sortir de leur fonctionnement normal. Voici donc sur quel terrain pouvaient se rencontrer les curiosités intellectuelles d'un médecin aliéniste comme Moreau de Tours et celles de ces poètes, de ces romanciers, de ces artistes qui venaient à l'hôtel Pimodan. Il s'agissait de réfléchir sur un état second. Réfléchir sur un état second, c'était pour les médecins, bien sûr, réfléchir sur quelque chose qui donnait accès peut-être à des nouvelles formes de thérapie. Mais qu'est-ce que cela signifiait? Qu'est-ce que cela pouvait signifier pour Baudelaire, pour Gautier, pour les artistes? Sans doute, ce programme du médecin pouvait séduire les poètes. Moreau cherchait à examiner une sorte de lieu où le fait primordial se produisait. C'était une sorte de carrefour où la folie, le rêve, la fièvre, la vision mystique, réinterprétée comme hallucination, se croisaient. Les écrivains cherchaient de leur côté la source d'un autre état second qui était, depuis longtemps, dans la culture poétique de l'Occident, la poésie elle-même. La poésie pensée depuis longtemps comme une forme de délire, comme une forme d'état second, comme une forme de folie, peut-être, mais bien sûr, qui méritait d'être examinée d'une manière lucide par ceux-mêmes qui la pratiquaient. Donc, il y a dans cette folie poétique, bien sûr, un sujet très important qui était très présent à l'esprit de quelqu'un comme Baudelaire en particulier. Depuis le XVIIIe siècle, l'une des grandes discussions a été celle autour de l'imagination. La reine de faculté, l'imagination, c'est la définition que Baudelaire va en donner en 1959, un peu plus tard, mais ça faisait très longtemps qu'on s'interrogeait sur cette fonction de l'esprit, sur ses rapports avec les autres fonctions.
Quelle est la force intérieure qui fait voir aux poètes des images, ou aux peintres, bien sûr, qui deviendront la source de ces œuvres, ou dont ces œuvres seront une sorte de manifestation sensible. Quel rapport y a-t-il entre la conception intérieure d'une image et la réalisation de l'œuvre? Quel rapport il y a aussi entre les sensations qu'un artiste éprouve, ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il entend, et les images qui apparemment surgissent d'une manière spontanée dans son esprit? Sont-elles créées ou sont-elles liées à ses perceptions? L'imagination est-elle une force créatrice? L'expression imagination créatrice existait et a continué d'exister au XXe siècle. Faut-il distinguer entre la fantaisie, qui serait une sorte de reproduction, alors que l'imagination serait une sorte de création, comme le pensait Coleridge en Angleterre? Ces différentes préoccupations, qui étaient très présentes dans l'esprit des écrivains, vous voyez, pouvaient se rencontrer avec des interrogations d'une autre nature et d'une autre origine, qui était celle d'un médecin aliéniste qui avait fait ses expériences cliniques, d'abord en Égypte et puis à Paris. Voilà pourquoi, d'une part, le contact avec les écrivains a été très utile à Moreau de Tours, et d'autre part, le contact avec ce médecin très singulier a été très important aussi pour les poètes. Il y a eu certainement un dialogue très fécond. Alors, la fécondité de ce dialogue s'est manifestée aussi dans des productions littéraires. D'abord, celle de Gautier, qui a construit un récit fantastique, un conte fantastique, intitulé Le Club des Hachichas, dans lequel il développe l'expérience qu'il a faite dans les séances à l'Hôtel Lausanne et sans doute dans des occasions précédentes. Il la développe pour en construire d'une manière certainement factice, artificielle, très délibérée, un conte qui répond aux règles du conte fantastique, un genre nouveau à partir des années 30 et inspiré de l'allemand Hoffmann. Donc, nous devons bien avoir à l'esprit, en lisant Le Club des Hachichas, qu'il s'agit d'un artefact littéraire très sophistiqué, fondé sur une expérience réelle. Il y a d'abord une mise en scène. Comme dans tous les contes fantastiques de cette époque, c'est ce qui caractérise le conte fantastique, il y a ce qu'on appelle un cadre réaliste. C'est-à-dire, nous sommes dans la réalité. Un conte fantastique fonctionne au début exactement comme un récit réaliste. Il y a un cadre réaliste. Ici, c'est une personne qui se promène le long du quai d'Anjou, qui va retrouver des amis, dont on devine, le lecteur de l'époque devine facilement la personnalité. Nous avons donc quelque chose qui n'a rien d'irrationnel, ni rien d'extraordinaire au début. Et puis, grâce à la drogue, surgissent des apparitions, des hallucinations, etc., qui sont là, comme dans tous les contes fantastiques, pour faire trembler l'édifice des certitudes rationnelles. Le perron franchi, je me trouvais au bas d'un de ces immenses escaliers, comme on les construisait du temps de Louis XIV, et dans lesquels une maison moderne danserait à l'aise. Une chimère égyptienne dans le goût de Lebrun, chevauchée par un amour, allongeait ses pattes sur un piédestal et tenait une bougie dans ses griffes recourbées en bobèche. Je dois vous décevoir, l'escalier que vous venez de monter n'est pas exactement l'escalier, vous le savez, que Gautier a monté ce soir-là de l'automne 1845, parce qu'il a été refait, et nous n'avons pas d'image de l'escalier de l'époque. Je sonnai, l'homme ouvrit avec les précautions d'usage, et je me trouvai dans une grande salle éclairée à son extrémité par quelques lampes. En entrant là, on faisait un pas de 2 siècles en arrière. Le temps, qui passe si vite, semblait n'avoir pas coulé sur cette maison. Et comme une pendule qu'on a oublié de remonter, son aiguille marquait toujours la même date. Les murs, boisés de menuiseries peintes en blanc, elles étaient en partie derrière moi, elles sont aux États-Unis aujourd'hui, étaient couverts à moitié de toiles rembrunies ayant le cachet de l'époque.
Je m'avançais, j'ai découpé des passages, il n'y a pas de continuité dans ce que je lis. Je m'avançais vers la partie lumineuse de la salle, sans doute celle à l'étage supérieur, où s'agitaient autour d'une table plusieurs formes humaines. Et dès que la clarté en m'atteignant m'eut fait reconnaître un vigoureux hurrah, ébranla les profondeurs sonores du vieil édifice. C'est lui, crièrent en même temps plusieurs voix, qu'on lui donne sa part. En rendant la cuillerée de dawamesque qu'on lui offrait, Balzac dit que l'essai était inutile et que le hashish, il en était sûr, n'aurait aucune action sur son cerveau. Balzac était-il là? C'est l'un des petits mystères de cette histoire. Nous ne le savons pas, ou plutôt nous avons des témoignages différents. Il était probablement là, mais a-t-il consommé le hashish? Balzac lui-même raconte à Madame Hanska, peu après, dans une lettre, qu'il avait consommé le hashish, mais que ça ne lui a pas fait grand-chose. J'ai résisté au hashish, et je n'ai pas éprouvé tous les phénomènes. Mon cerveau est si fort qu'il fallait une dose plus forte que celle que j'ai prise. Néanmoins, j'ai entendu des voix célestes et j'ai vu des peintures divines. J'ai descendu pendant 20 ans l'escalier de Lausanne, toujours le même. J'ai vu les dorures et les peintures du salon dans une splendeur inouïe. Mais ce matin, depuis mon réveil, je dors toujours et je suis sans volonté. Selon Baudelaire, Balzac était réticent devant cette expérience parce qu'il pensait justement, comme il le dit à Mme Hanska, que ça lui faisait perdre sa volonté, c'est-à-dire son énergie. Balzac pensait sans doute qu'il n'est pas pour l'homme de plus grande honte ni de plus vive souffrance que l'abdication de sa volonté. Je l'ai vu une fois dans une réunion où il était question des effets prodigieux du hashish. Il écoutait et questionnait avec une attention et une vivacité amusantes. Les personnes qui l'ont connu devinent qu'il devait être intéressé. Mais l'idée de penser malgré lui-même le choquait vivement. On lui présenta le dawamesque, il l'examina, le flaira et le rendit sans y toucher. La lutte entre sa curiosité presque enfantine et sa répugnance pour l'abdication se trahissait sur son visage expressif d'une manière frappante. L'amour de la dignité l'emporta. En effet, il est difficile de se figurer le théoricien de la volonté, ce jumeau spirituel de Louis Lambert, consentant à perdre une parcelle de cette précieuse substance. Nous ne savons donc pas si Balzac a consommé le hashish. Mais il y a une lettre, un peu plus tard, qu'il a adressée à Moreau, qui me fait plutôt penser qu'il a dû au moins faire, lors de l'une des séances, une expérience directe de la confiture verdâtre. Cette confiture, elle est décrite par tous les écrivains qui ont participé aux séances, aussi bien par Gautier que par Baudelaire. Le docteur était debout près d'un buffet sur lequel se trouvait un plateau chargé de petites soucoupes de porcelaine du Japon. Un morceau de pâte ou confiture verdâtre, gros à peu près comme le pouce, était tiré par lui au moyen d'une spatule d'un vase de cristal et posé à côté d'une cuillère de vermeil sur chaque soucoupe. La figure du docteur rayonnait d'enthousiasme. Moreau de Tours devient une sorte de magicien dans son récit. Ses yeux étincelaient, ses pommettes se pourpraient de rougeur, les veines de ses tempes se dessinaient en saillies, ses narines dilatées aspiraient l'air avec force. Et voici ce que dit Moreau dans l'imagination ou dans le récit de Gautier. Ceci vous sera défalqué sur votre portion de paradis. Description de la part de Baudelaire, tout à fait convergente, une pommade de couleur jaune verdâtre et qui garde une odeur désagréable de hashish et de beurre rance. Sous cette forme, on l'emploie en petites boulettes de 2 à 4 grammes, mais à cause de son odeur répugnante, qui va croissant avec le temps, les Arabes mettent de l'extrait gras sous la forme de confiture. La plus usitée de ces confitures, le dawamesque, est donc mélangé avec vanille, cannelle, pistache, amande pour couvrir ce goût désagréable. Le repas
selon Gautier, consistait dans l'absorption de la confiture verte, suivie par d'autres mets. Mais la mise en scène de ce repas a quelque chose qui introduit la fantasmagorie. Aucune assiette n'était pareille, mais chacune avait son mérite particulier. La Chine, le Japon, la Saxe comptaient là des échantillons de leurs plus belles pâtes, de leurs plus riches couleurs. Il y a là quelque chose comme une sorte de diversification des images, des objets, qui a déjà quelque chose de fantastique. Mais il y a un détail intéressant, la présence des émaux de Bernard de Palissy. Les plats étaient pour la plupart des émaux de Bernard de Palissy ou de faïence de Limoges, et quelquefois le couteau du découpeur rencontrait sous les mets réels un reptile, une grenouille ou un oiseau en relief. L'anguille mangeable mêlait ses replis à ceux de la couleuvre moulée. Si vous avez jamais vu les plats de Bernard Palissy, vous savez très bien comment il se présente, et il y a là le début d'une hallucination, au sens propre, et c'est cette notion qui est importante. Cette notion d'hallucination a été prise par Moreau, comme par tout le monde, à Esquirol. C'est Esquirol, en 1817, dans un article fondamental et absolument fondateur du dictionnaire des sciences médicales, article hallucination, qui donne la définition d'hallucination qui est encore courante aujourd'hui. Un homme en délire qui a la conviction intime d'une sensation actuellement perçue, alors que nul objet extérieur propre à exciter cette sensation n'est à portée des sens, est dans un état d'hallucination. C'est un visionnaire. Donc les visionnaires, les Jeanne d'Arc, n'étaient pas des fous, n'étaient pas des imposteurs, étaient des gens qui avaient des hallucinations. Esquirol est donc l'autre grand personnage. Il n'était plus là, il est mort en 40, il n'était plus là au moment où les Hachichins se rencontraient. Mais il a été l'inspirateur de Moreau et l'inspirateur de cette pensée de l'hallucination qui est fondamentale. Que sont les hallucinations pour Esquirol? Les hallucinations ne sont donc ni de fausses sensations, ni des illusions des sens, ni des perceptions erronées, ni des erreurs de la sensibilité organique comme dans l'hypocondrie. Car il ne faut pas confondre les hallucinations avec les fausses perceptions des hypocondriaques. Ces dénominations supposent la présence des objets extérieurs ou la lésion des extrémités sentantes, tandis que dans les hallucinations, il n'y a pas d'objet extérieur agissant actuellement sur les sens. Nous avons là une distinction fondamentale qui est la distinction entre hallucination et illusion, telle que Esquirol l'a fait et que tous ses disciples la reprennent. Cette distinction est très importante pour les poètes aussi, même si ils ne la reprennent pas toujours littéralement. Je vais essayer de m'expliquer. D'abord, pensons simplement à la définition d'Esquirol. Quelle est la différence entre illusion et hallucination? L'illusion, c'est ce qu'il appelle la perception erronée. C'est ce qu'on appelait, bien avant lui, en latin, la deceptio visus, le fait que vous voyez, mais vous voyez mal. Il y a un objet et vous le voyez d'une manière déformée, d'une manière qui n'est pas suffisamment claire ou d'une manière qui finalement suscite des visions ultérieures qui vont au-delà de cet objet réel. Mais il y avait un objet. Alors que dans le cas de l'hallucination, il n'y a rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de sensation, il y a uniquement quelque chose qui se produit dans l'esprit. La distinction est importante. Parce que dans le cas de l'illusion, l'appareil sensoriel est en action et cet appareil sensoriel fonctionne mal, pour une raison quelconque. Donc, la vision n'est pas correcte. Alors que dans le cas de l'hallucination, il y a un phénomène pathologique, ou en tout cas pas normal, qui se produit uniquement dans l'encéphale, comme on disait à l'époque.
Donc, il y a là quelque chose qui surgit dans le cerveau, d'une part, ou bien quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui est mal perçu et déformé. Cette distinction est plus importante qu'on peut le croire. Voilà une autre phrase d'Esquirol qui dit ce que je viens de paraphraser à ma façon. Cette distinction est importante parce qu'elle est reprise par Baudelaire et par d'autres écrivains, même si, il faut faire attention, Baudelaire ne dit pas hallucination et illusion, mais il dit deux types d'hallucination. Mais la distinction est la même. Dans le premier cas, l'hallucination est soudaine, parfaite et fatale. C'est la véritable hallucination d'Esquirol. De plus, elle ne trouve pas de prétexte ni d'excuse dans le monde des objets extérieurs. Le malade voit une forme, entend des sons où il n'y en a pas. Dans le second pas, l'illusion d'Esquirol, l'hallucination est progressive, presque volontaire. Elle ne devient parfaite, elle ne se mûrit que par l'action de l'imagination. Enfin, est là un prétexte. Le son parlera, dira des choses distinctes, mais il y avait un son. L'œil ivre de l'homme pris de hashish verra des formes étranges, mais avant d'être étranges ou monstrueuses, ces formes étaient simples et naturelles. Retenez bien cette dernière phrase. Avant d'être étranges ou monstrueuses, ces formes étaient simples et naturelles. Nous retrouvons cela dans l'histoire que Gautier raconte dans le club des Hachichins. La distinction que Baudelaire fait à propos de deux types d'hallucinations, il la fait aussi à propos de deux types de rêves. Les rêves de l'homme sont de deux classes. Les uns pleins de sa vie ordinaire, de ses préoccupations, de ses délires, de ses vices, se combinent d'une façon plus ou moins bizarre avec les objets entrevus dans la journée qui se sont indiscrètement fixés sur la vaste toile de sa mémoire. Voilà le rêve naturel. Il est l'homme lui-même. Mais l'autre espèce de rêve, le rêve absurde, imprévu, sans rapport ni connexion avec le caractère, la vie et les passions du dormeur, ce rêve que j'appellerais hiéroglyphique, représente évidemment le côté surnaturel de la vie, et c'est justement parce qu'il est absurde que les anciens l'ont cru divin. En somme, un tableau symbolique et moral, engendré dans l'esprit même de l'homme qui sommeille. C'est un dictionnaire qu'il faut étudier, une langue dont les sages peuvent obtenir la clé. Il est clair que l'activité poétique est comme hésitante entre ces deux voies, ces deux possibilités, ces deux phénomènes de l'esprit. D'une part, l'hallucination ou l'illusion, dans les termes d'Esquirol, qui est la transformation de ce qu'on voit dans la réalité. D'autre part, le surgissement inouï de quelque chose qui apparaît dans l'esprit du poète. Dans le cas du rêve, c'est la même chose, le rêve banal et le rêve hiéroglyphique que le poète seul sait déchiffrer en recyclant une pensée du déchiffrement du rêve qui vient bien sûr de l'Antiquité. Alors, si nous voyons sous cet angle, si nous lisons à partir de cette problématique le conte de Gautier, nous nous apercevons que le questionnement est bien là. L'endroit où je me trouvais était bien le même, mais avec la différence de l'ébauche au tableau. Il est en train, dans la salle supérieure à la celle où nous sommes, de regarder les décors extraordinaires qui sont autour de lui, et ces décors s'animent, ces décors se transforment, ces décors se déforment, deviennent autre chose, prennent une vie poétique tout à fait nouvelle. Tout s'élargit, tout se métamorphose. Donc il y a la différence de l'ébauche au tableau. La drogue transforme l'ébauche en tableau. Tout était plus grand, plus riche, plus splendide. La réalité ne servait que de point de départ au magnifique sens de l'hallucination. Il y a des phases différentes dans l'ivresse du hachichin. Baudelaire les décrit, les premières atteintes, comme les symptômes d'un orage longtemps indécis, apparaissent et se multiplient au sein même de cette incrédulité. C'est d'abord une certaine hilarité saugrenue, irrésistible, qui s'empare de vous. Ces accès de gaieté non motivés, dont vous êtes presque honteux, se reproduisent fréquemment et coupent des intervalles
de stupeur pendant lesquels vous cherchez en vain à vous recueillir. Les mots les plus simples, les idées les plus triviales prennent une physionomie bizarre et nouvelle. Voilà encore des transformations poétiques. Vous vous étonnez même de les avoir jusqu'à présent trouvées si simples. Des ressemblances et des rapprochements incongrus, impossibles à prévoir, des jeux de mots interminables, des ébauches de comiques jaillissent continuellement de votre cerveau. Voilà ce qui arrive en effet aux personnages de Gautier. Leurs yeux se plissaient, ils voient autour de lui ses camarades se transformer, leur bouche s'élargissait et leurs narines se dilataient. Voilà le comique dont Baudelaire fait état aussi. C'étaient des grimaces à réjouir le spleen en personne. Ces masques bouffons se mouvaient dans des zones tournant en sens inverse, ce qui produisait un effet éblouissant et vertigineux. Plus loin, se démenaient confusément les fantaisies des songes drôlatiques, créations hybrides, mélanges informes de l'homme, de la bête et de l'ustensile, moines ayant des roues pour pieds et des marmites pour ventre, guerriers bardés de vaisselle, brandissant des sabres de bois dans des serres d'oiseaux, hommes d'État mus par des engrenages de tournebroches, rois plongés à mi-corps dans des échauguettes en poivrière, alchimistes à la tête arrangée en soufflé, aux membres contournés en alambic, ribauds de fête d'une agrégation de citrouilles et renflements bizarres, tout ce que peut tracer dans la fièvre chaude du crayon, un cynique, à qui l'ivresse pousse le coude. Vous avez reconnu Hieronymus Bosch, vous avez reconnu ce genre de peinture fantastique que Gautier connaissait très bien et qu'il remet en scène dans l'ivresse, en faisant apparaître dans son esprit ce qui est toute sa mémoire picturale, bien sûr, qui revient à la surface dans l'hallucination de la drogue. Et puis il y a un personnage diabolique qui apparaît, qui s'appelle Docus Carota, qu'il a emprunté non pas à la peinture mais à la littérature, et plus exactement à un conte de Hoffmann dont il était l'admirateur et qui a inspiré toute sa production fantastique. Ce personnage est ainsi décrit. Il avait un nez recourbé en bec d'oiseau, des yeux verts entourés de 3 cercles bruns, qu'il essuyait fréquemment avec un immense mouchoir, une haute cravate blanche empesée dans le nœud de laquelle était passée une carte de visite où se liaient écrits ces mots « Docus Carota » du pot d'or. Ce nœud de cravate étranglait son col mince et faisait déborder la peau de ses joues en plis rougeâtres. Un habit noir à basque carrée, d'où pendaient des grappes de breloques, emprisonnait son corps, bombé en poitrine de chapon. Quant à ses jambes, je dois avouer qu'elles étaient faites d'une racine de mandragore, faites attention à ce détail, bifurquée, noire, rugueuse, pleine de nœuds et de verrues, qui paraissaient avoir arraché de frais, car des parcelles de terre adhéraient encore au filament. Voilà un personnage formidable qui semble surgir de sa mémoire, ou en tout cas surgit soudainement comme une création poétique absolue, comme une hallucination parfaite, ou comme un rêve hiéroglyphique dans le langage de Baudelaire. D'où vient ce personnage? Il vient de chez Hoffmann, bien sûr. Mais il représente un cauchemar terrible, qui, fait rentrer le personnage de Gautier dans une sorte de tunnel de souffrance où il ne peut pas, sortir de son rêve, où il voudrait revenir à l'état normal, mais bien sûr, il ne peut pas. Nous sommes au comble de l'ivresse, nous sommes au comble aussi de la confusion, de la prolifération des images, quand un personnage, qui est le personnage dans le club, le seul qui n'a pas pris de drogue, parce qu'il doit surveiller les autres et les empêcher de se jeter par la fenêtre, joue du piano pour détourner le cours de l'ivresse. Et on passe du cauchemar au rêve avec cet état que Baudelaire, comme Gautier, appelle le kiff. État paradisiaque
qui est encore présent dans la symptomatologie de Henri Hay dans le traité des hallucinations un siècle plus tard. Les phases de l'ivresse hachichine sont décrites par Baudelaire et par Gautier d'une manière qui est presque identique et que Henri Hay reprend encore en disant c'est exactement ce que je constate d'un point de vue clinique. Voilà le kiff, une vapeur bleuâtre, j'accélère un petit peu parce que le temps passe, un jour élyséen, reflet de grotte azurine, formé dans la chambre une atmosphère où je voyais vaguement trembler des contours indécis. Nous avons donc des alternatives de moments de bonheur et de moments de cauchemar. Le cauchemar est représenté par des formes des types de déformation de la perception du temps et de l'espace qui sont formidables. J'étais arrivé sur le palier de l'escalier que j'essayais de descendre. Il était à demi éclairé et prenait à travers mon rêve des proportions cyclopéennes et gigantesques. Ces deux bouts, noyés d'ombre, me semblaient plonger dans le ciel et dans l'enfer de gouffres. En levant la tête, j'apercevais indistinctement, dans une perspective prodigieuse, des superpositions de paliers innombrables, des rampes à gravir, comme pour arriver au sommet de la tour de Lilac, qui ce serait la tour de Babel. En l'abaissant, je pressentais des abîmes de degrés, des tourbillons de spirales, des éblouissements de circonvolutions. Vous aurez reconnu Piranèse, là, autre source de son imagination. Cet escalier doit percer la terre de part en part, me dis-je en continuant ma marche machinale. Je parviendrai en bas, le lendemain du jugement dernier. En revenant à moi, je découpe encore des passages, je vis la chambre pleine de gens vêtus de noir, c'est un enterrement, qui s'abordaient d'un air triste et se serraient la main avec une cordialité mélancolique comme des personnes affligées d'une douleur commune. Ils disaient « Le temps est mort. Désormais, il n'y aura plus ni année, ni mois, ni heure. Le temps est mort, et nous allons à son convoi. » L'espace et le temps ne sont plus maîtrisables. D'une part, un escalier qui devient infini, d'autre part, le temps qui devient immobile. Et il y a là cette scène formidable dans laquelle Gautier est condamné à aller voir la pendule qui se trouve dans la salle pour essayer de voir si le temps continue de passer ou pas, alors que la pendule a été arrêtée, le temps a été arrêté avec elle. Alors vous voyez que nous avons une situation très particulière dans le conte de Gautier qui semble retrouver la logique que Baudelaire lui-même a décrite et que Moreau avait décrite à sa façon. Pourquoi ? Parce qu'à la fin du conte, non seulement nous avons aperçu toutes ces déformations de ceux que Gautier avait autour de lui, c'est-à-dire des formidables déformations de ceux qui ont été ces sensations produites par les objets autour de lui, mais nous avons aussi, d'un point de vue narratif, un épisode qui est très important, et qui est l'épisode dans lequel le protagoniste du récit, lorsqu'il sort définitivement du rêve parce que l'effet de la drogue a terminé, s'est épuisé, il regarde autour de lui, il regarde sous la table, dans le grand désordre de ce banquet des hachichins, et il voit quoi ? Il voit un salsifis sous la table. Un salsifis à 3 pivots, dit-il, à 2 pivots, pardon, c'est-à-dire comme les jambes de Docus Carota. C'est exactement ce que Baudelaire avait dit. J'ai vu des choses extraordinaires dans mon rêve, mais en réalité, il y avait une chose toute banale. La mandragore qu'est Docus Carota était en réalité une chose réelle qu'il a vue, un objet quelconque d'une banalité absolue, un légume, qui est devenu un monstre dans son esprit. Mais il est devenu un monstre aussi parce qu'il a rencontré dans sa mémoire une image analogue qui s'est superposée à elle et qui est l'image du personnage de Docus Carota dans le conte de Hoffmann.
l'intelligence de l'allégorie, dit Baudelaire, prend en vous des proportions à vous-même inconnues. Dans l'état achichin, nous dit Baudelaire, on se livre à l'allégorie, on se livre à la métaphore, on se livre à la logique des analogies. L'analogie est ce qui domine l'esprit du malade mental ou bien de cette espèce de fou temporaire qu'est le hachichin. Bien sûr, parce que tout ce qu'on voit se déforme et devient rêve ou cauchemar, mais aussi parce que dans l'état de rêve, une logique alternative à la logique, disons, rationnelle et scientifique se met en place. Cette antilogique est précisément l'analogie. Moreau de Tours avait décrit ce mécanisme. On sent très positivement que deux phénomènes distincts se passent dans notre entendement. Voilà la raison qui examine la folie dans l'intériorité. On a vu, on a entendu nettement et distinctement comme cela arrive dans l'état ordinaire. Puis, tout aussitôt, par suite de certains points d'analogie qui nous sont connus ou qui nous échappent, l'image d'un autre objet, la sensation d'un autre bruit ou d'un autre son se trouvent éveillées en nous. C'est à ces impressions intracérébrales, dues à l'action de la mémoire ou de l'imagination, que l'esprit s'arrête, confondant bientôt les deux sensations en une seule, couvrant, pour ainsi dire, la sensation réelle de la sensation imaginaire et projetant celle-ci sur l'objet extérieur. Voilà ce qui s'est passé dans l'esprit de Gautier. Il a vu un monstre parce qu'il y avait là un objet dont la forme ressemblait à celle du monstre qu'il avait dans sa mémoire à cause d'une lecture littéraire. Et les autres images dans lesquelles nous avons distinct facilement des références artistiques ont eu le même fonctionnement. C'est-à-dire, il y a une sorte de revivification, comme on dit certains, comme disait Hippolyte plus tard, des images dans la mémoire, et ces images, au moment où elles réapparaissent dans la mémoire, elles apparaissent toujours comme véritables, comme la révélation d'un objet réel. Autre exemple par Moreau de Tours, le visage d'une personne qui nous est complètement inconnue vient à attirer nos regards. Ce sont les convives des hachichins, par exemple. Pour peu que ce visage ait quelques points de ressemblance avec celui d'une autre personne dont les traits nous sont familiers, cette ressemblance, quelque minime qu'elle soit, suffit pour réveiller tout aussitôt le souvenir de cette personne. Et ce souvenir, c'est-à-dire l'image qui en est inséparable, a toute la vivacité de l'impression sensorielle, car l'âme l'aperçoit de la même manière qu'elle perçoit un état de rêve. Dès lors, ce que nous avons vu avec les yeux de l'esprit est mis à la place de ce que nous avons vu avec les yeux du corps. Les créations de notre imagination ont pris la place de la réalité. Et si toute réflexion nous est interdite par la violence de l'excitation, les deux sensations sont fondues en une seule, et l'erreur est invincible, nécessaire. Pour Baudelaire, bien sûr, ce qui se passe dans ces cas est une chose très positive, parce que c'est une forme d'expérience poétique. Même si Baudelaire est très contradictoire. D'une part, il dit que lorsque la création poétique est liée à des sensations, elle est moins élevée que celle qui se produit lorsque une image apparaît soudainement et ne s'appuie sur aucune sensation. Mais dans d'autres passages, comme dans celui-là, il semble penser que l'une des formes de la poésie est bel et bien celle qui s'appuie sur la sensation. Délicate, médiocre ou même mauvaise, les peintures des plafonds revêtiront une vie effrayante. Les plus grossiers papiers peints qui tapissent les murs des auberges se creuseront comme de splendides dioramas. Alors, je vais conclure très rapidement, ne vous inquiétez pas, j'ai dépassé un petit peu le temps qui m'était imparti. Vous voyez que, d'une part, le conte de Gautier, d'autre part, les réflexions de Baudelaire dans les paradis artificiels nous montrent que les préoccupations des poètes pouvaient rencontrer, à cette date de 1845, celles des médecins aliénistes. Il y a donc
un terrain d'entente, de dialogue, d'échange qui est très intéressant entre la pensée scientifique et la pensée poétique sur une sorte de carrefour, aujourd'hui on dirait une interface, hein, un point de rencontre qu'il est intéressant de définir. D'une part, il y a cette préoccupation des médecins qui veulent comprendre comment se produit la folie, sur quoi elle se fonde, quel est le phénomène primordial lié peut-être aux passions, lié peut-être à des faits physiologiques. Sur tout cela, ils sont très prudents à cette époque. D'autre part, il y a les poètes qui s'interrogent sur la création, sur cette notion qui nous paraît très banale aujourd'hui, mais qui est une notion qui naît avec le romantisme, c'est-à-dire l'idée que ce que produit l'art et la poésie n'est pas simplement la représentation de ce qui existait déjà, mais quelque chose de nouveau. Donc, le jeu poétique semble consister à tisser des rapports entre les éléments d'un monde sensoriel, présent devant les yeux du poète, et les éléments de sa mémoire, de ses expériences préalables, ou peut-être d'une inspiration qui aurait quelque chose de magique et de surnaturel. Le point de rencontre serait donc cette question du rapport entre la poésie et la folie, et notamment entre la folie et la métaphore, la pensée analogique qui s'oppose d'une manière parfois très critique à la logique de la science. Un auteur italien du XVIIe siècle qui s'appelait Tesoro a écrit ceci: « La folie n'est que métaphore. La folie n'est que métaphore, qui prend une chose pour une autre. » Ce qui se passe dans le club des Hachichas, c'est justement et précisément cela, et c'est justement cette interrogation sur le surgissement de la poésie, d'une part du côté de la sensation, d'autre part du côté d'une expérience que Baudelaire voulait plus radicale encore et détachée de toute sensation, que les poètes ont pu rencontrer les médecins et discuter avec eux dans les belles salles de l'hôtel de Lausanne. Merci de m'avoir écouté.